Bienvenue sur le réseau E-Média, bienvenue sur iRadio et sur ITV. Merci de votre fidélité. Nous sommes aujourd'hui avec Cheikh Gueye. Cheikh Gueye est chargé de stratégie de prospective à ENDA. C'est un docteur en géographie, auteur de plusieurs livres qui parlent du Sénégal. L'un de ses livres, c'est Les villes du Sud, et pourtant elle marche. Et aussi sur un livre sur Touba, l'urbanisation à Touba, entre autres productions de Cheikh Gueye. Nous sommes aussi avec Ibrahima Dia. Ibrahima Dia est docteur en sciences de l'environnement et sociologue. Il a été aussi le directeur MCA Sénégal. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. La polémique cette semaine s'est un peu estompée concernant le voile. Jeanne d'Arc a repris ses filles voilées entre guillemets, mais le débat ne semble pas aujourd'hui fini parce qu'on semble avoir trouvé un compromis pour cette année. Cheikh Gueye, ce débat autour du voile, 30 ans après qu'il a été lancé en France, c'était en 1989 à Creil. Ça avait créé une bonne polémique en France. Ce débat on le retrouve aujourd'hui, 30 ans au Sénégal. On a vu qu'il y a eu des crispations un peu partout, des choses ont été dites par rapport à cette histoire de voile. Quelle lecture avez-vous de ces problématiques autour du voile concernant Jeanne d'Arc? Bonjour Alassane. Je voulais d'abord saluer vos auditeurs et vos téléspectateurs, vous saluer, vous remercier et aussi saluer et rendre hommage à mon frère et ami Dr Ibrahima Dia, un de nos patriotes très compétents et en même temps très humbles qui font avancer les choses dans ce pays de manière très, très forte. Donc je voudrais me réjouir d'être sur le plateau avec lui. Oui, effectivement, cette affaire Jeanne d'Arc, il me semble que c'est une des multiples escarmouches que nous connaissons depuis quelques années, qui montre qu'il y a une crise du vivre ensemble au Sénégal. Pour moi, il y a quatre catégories de crises que nous connaissons aujourd'hui. D'abord, la crise du vivre ensemble, partout dans le monde. On le voit avec l'émergence des extrémismes, l'émergence de certains chefs d'État qui sont tournés vers les intérêts de leur nation. On parle de nation, comme du temps de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ces nationalismes commencent à reprendre le dessus. Donc on observe partout cette même crise du vivre ensemble. Mais évidemment, il y a aussi une crise politique, une crise de la gouvernance politique, on y reviendra, une crise de l'environnement et également une crise économique. Donc ces quatre crises ont des liens très forts entre elles. Mais pour moi, la crise la plus dangereuse, c'est la crise du vivre ensemble, puisque c'est une crise qui peut mener à des très grandes catastrophes très rapidement, dans des espaces restreints comme les espaces nationaux, mais aussi à l'échelle mondiale. Et ce que cette affaire Jeanne d'Arc révèle, c'est quelque chose qui plonge ses racines dans même l'histoire coloniale du Sénégal. Donc ce hiatus qu'il y a toujours entre une catégorie de Sénégalais qui considèrent qu'avec la colonisation, on les a, disons, empêchés, perturbés dans leurs valeurs islamiques, dans leurs valeurs de civilisation, et que justement l'école, qu'elle soit confessionnelle ou pas, globalement, est un élément qui vient avec le package de la colonisation, avec la mission civilisatrice. Cet aspect me semble très important et on le voit avec l'affaire Jeanne d'Arc, mais aussi l'affaire Guigon et beaucoup d'autres affaires toutes ces dernières années, qui montrent qu'il y a un besoin de débattre en profondeur sur le devenir de notre nation. Je dis qu'il y a un choix à faire entre la confrontation ou la renégociation de notre contrat social. Ce contrat social, il nous a permis une certaine paix, une certaine stabilité, un équilibre depuis quelques années, depuis de longues années, je veux dire, ce qui nous est reconnu un peu partout dans le monde. Mais aujourd'hui, ce contrat social-là est perturbé.
D'abord, il n'a pas vraiment permis le développement, mais alors que ce contrat social devrait permettre quand même au pays de progresser dans tous les domaines, dans le domaine de la morale, dans le domaine de l'éthique, de la discipline, mais aussi de l'économique et de tous les autres aspects. Mais il n'a non seulement pas permis ça, mais il n'a pas aussi permis une stabilité politique qui commence à poser véritablement problème. Mais on voit de plus en plus aussi donc, ces problèmes entre les religions, au sein de certaines religions, voire même au sein de certaines confréries. Et ça, c'est quelque chose qui s'accumule, qui commence à faire un petit, voilà, une matrice productrice probable, ou en cas de conflit majeur, qui pourrait menacer la stabilité au Sénégal. Ibrahima, vous êtes sociologue. Est-ce que vous êtes surpris par ce débat pris par le voile au Sénégal de façon aussi tranchée, ou bien c'est une chose qu'on voyait déjà venir? Oui, je voudrais aussi vous remercier de cette invitation et me réjouir d'être plateau avec mon ami Cheikh, avec qui je partage beaucoup de valeurs et de projets. Pour revenir à ce sujet, je pense qu'il a campé un peu les différentes crises, mais c'est des crises qui sont dans un processus depuis très longtemps. Hein. Je pense que ça se voit venir, mais quelque part, il faut dire, un peu comme disait quelqu'un, je crois, qui disait que c'est le débat concernant le voile, c'est un débat importé. Quelque part, dans les termes dans lesquels ce débat est posé, c'est un débat qui est importé et qui traduit plus profondément une crise entre deux choses. L'approche uniformiste et l'approche diversifiée, d'une société diversifiée. Notre dynamique sociétale au Sénégal a été une dynamique de diversification, où l'on a accepté les divergences et les diversités, et dans un concept peut-être de laïcité, si on peut en tout cas rediscuter le concept, où depuis la période coloniale même, à Saint-Louis par exemple, où c'était vraiment le berceau, on voyait toutes les communautés se développer parallèlement et dans un sens de respect et de compréhension et d'enrichissement. Et comme le disait l'autre, un tapis est beau quand il a beaucoup de couleurs. Et c'est comme ça cette dynamique que nous avons jusque-là eu à développer. Et l'émergence de cette thématique n'est pas aussi anodine, puisque quand on voit même, je pense quand on voit même la façon dont les gens se voilent, ça renvoie également à une image culturelle d'un autre espace qui n'est pas nécessairement l'espace dans lequel nos grands-pères, nos grands-mères, etc. étaient, et qui considéraient, elles aussi, elles se voilaient, mais elles se voilaient d'une autre manière. Et donc, il y a cette dynamique nouvelle qu'il faut accompagner, qui est en cours, et qui nécessairement, quand il y a des changements dans toutes les sociétés, ces changements ou ces dynamiques se font à partir de crises, à partir d'incompréhension. Maintenant, c'est l'intelligence pour les résoudre qui peut être, disons, une bonne issue ou fatale. Nous avons des pays comme la Centrafrique, pour ne pas citer, où on a vu que l'émergence de ces problématiques-là a amené une catastrophe. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à s'en sortir, parce que dès qu'on a enclenché une dynamique négative, il est très souvent difficile de revenir en arrière. Et pour résumer sur cette question-là, c'est la question de savoir est-ce qu'on est dans une société où la diversité est dominante ou non. Et au niveau mondial, on a cette dynamique, pour reprendre un peu le schéma de Samir Amin, le centre et la périphérie, où le centre veut que tout le monde ait le même modèle culturel, le même comportement que ce que le centre développe. Et le modèle dominant se veut comme le modèle de civilisation, le modèle valable. Or, nous, on a eu, même dans le passé, dans nos royaumes, plusieurs ethnies, plusieurs groupes, plusieurs croyances ont toujours vécu, mais dans une logique non pas seulement d'harmonie, mais même de complémentarité. Et le monde capitaliste tel qu'il fonctionne également, c'est un monde où les uns écrasent les autres. Où pour avoir l'uniformité, il faut que les autres rejoignent ceux qui sont au centre. Et non, alors que nous, dans notre vécu culturel et classique et ancien, dans notre société, les gens ne sont pas dans une logique de compétition. Ils sont dans une logique, disons, de naoulé, de naoulangal pour les poulards,
où en fait on est dans l'émulation, que ça soit entre ethnies, entre confréries, etc. C'est une émulation positive. Ce n'est pas éliminer l'autre pour exister. Alors que la logique capitaliste dominante centralisatrice, c'est en fait éliminer l'autre ou imposer son modèle. Et dans cette logique-là, les gens deviennent de plus en plus intégristes, ils deviennent de plus en plus exclusistes et non plus inclusifs comme nous avons eu à le connaître. Donc c'est cela, à mon avis, les défis de fond, les défis sociétals, les défis de notre société. C'est une dynamique qu'il faut accompagner. Et c'est des luttes entre deux forces et d'autres visions du monde. Maintenant, il faut faire tout pour que la force soit du côté du choix que l'on a fait, le choix de la diversification, le choix de la diversité culturelle, le choix de la communauté, le choix des identités. Parce qu'en réalité, le modèle aussi dont je parle toujours, le modèle capitaliste dominant, ne veut pas qu'il y ait des identités. On veut faire que la communauté disparaisse, qu'il n'y a que l'individu. Donc, entre ce qu'on promet, c'est l'individualité, c'est le citoyen à la place du peuple, par exemple, on parle du citoyen, le consommateur, on ne parle plus du peuple. Or, le peuple, c'est ce groupe qui a quelque chose de commun, qui est une conscience historique, une continuité et des choses vécues. Il y a un ciment, il y a un lien qui lie les gens, comme le disait Cheikh Anta Diop. Or, les gens veulent dans ce modèle-là qu'il n'y ait que des individualités et on peut agir sur les individus. Donc, on va opposer la communauté aux individus, les hommes aux femmes, de toute cette histoire de la façon dont on conçoit les questions de genre, les jeunes aux aînés. Et donc, on parle de l'homme, on se demande qui est cet homme-là, du citoyen, du consommateur, et on ne parle plus du peuple, on ne parle plus de la communauté, on ne parle plus de cette identité. Or, chaque groupe a besoin de construire une identité, mais l'identité n'est pas contraire à l'identité des autres. Au contraire, ça valorise les identités des autres et on se met en compétition positive, c'est-à-dire en aulé. Et on se fait des dons et des contre-dons. Maintenant, dans notre dynamique actuelle, ces dons et contre-dons sont même traduits en termes de combat. Or, tout ce qu'on a depuis le niveau de la famille, jusqu'au niveau de l'ethnie, jusqu'au niveau de la collectivité, c'est des rapports de dons, teranga, dons contre dons, et dans une émulation positive. Et cette dynamique-là est en train de lutter contre une dynamique qui est plutôt, entre guillemets, capitaliste, qui veut plutôt mettre l'individu en avant, qui veut mettre en avant la compétition et la disparition de l'autre pour qu'un seul modèle soit le modèle existant. Donc c'est tout là, je pense, toutes les sociétés qui traversent cela, on est en train, dans cette période de transition, entre deux mondes ou deux modèles. Et toute la question est de nous rendre compte que c'est ça l'enjeu et que nous fassions tout pour que le modèle dominant ne soit pas ce modèle qui est en train de régir partout. Et d'ailleurs qui a créé toutes ces réactions dont parlait Cheikh, de recentrage sur le nationalisme, d'exclusion, parce qu'on a voulu imposer aux gens un modèle unique. Il disait tantôt dans son propos, Ibrahima, que le voile, quelque part, c'est un débat importé. Mais on a constaté qu'au Sénégal, de plus en plus, les jeunes filles se voilent. Est-ce que c'est un phénomène de mode ou bien est-ce que ça traduit une crise beaucoup plus profonde? Pour moi, ça traduit une réislamisation de la société sénégalaise, le rôle important des écoles coraniques, des prêcheurs, l'espace public se remplit de plus en plus d'un discours qui pousse les gens vers cela. Pour moi, ça appelle aussi la décence, une volonté d'être plus décent. Et tout ça, c'est le résultat d'un discours porté par les confréries, mais aussi les mouvements réformistes. Et ça passe par la communication. Mais n'oublions pas que nous sommes aussi dans un monde global où les débats sur le voile sont suivis par les Sénégalais comme les Français, en direct, par les télévisions françaises, que les débats sur la laïcité sont aussi suivis, les débats sur l'homosexualité, tous ces débats de société n'ont pas de frontières. Et donc le voile est pour moi un des signes de ce hiatus-là, que Ibrahima a aussi très bien explicité, qui montre que nous avons aujourd'hui besoin de nous poser et de réfléchir sur le projet de société. En fait, cette revendication d'un retour à notre civilisation, à nos valeurs, se passe depuis très longtemps. Depuis l'époque coloniale, toute la résistance de nos grandes figures religieuses, elles voulaient maintenir, même s'ils
s'ils n'avaient pas tous les instruments pour, disons, empêcher la domination coloniale par la force, ils se sont jetés dans les stratégies de résistance culturelle et religieuse. Et pour moi, il y a toujours aussi, en plus de l'aspect capitalisme versus, disons, retour à nos valeurs, il y a aussi cet aspect lié à la colonisation, à une volonté décoloniale, de faire revenir nos valeurs, de civilisation. Pour moi, c'est ce débat-là que ça exprime, et on le voit que ça se passe en général entre intellectuels francisants et arabisants. Donc cette division que nous avons toujours considérée comme un des points de rupture de la société sénégalaise, ça se passe entre intellectuels arabophones et europhones. Voilà, donc pour moi, on est effectivement dans une crise qui peut aussi être une opportunité pour reconstruire le tissu social sénégalais sur une nouvelle base. Pour moi, je crois que c'est possible par l'éducation, justement. Notre éducation doit intégrer des curricula beaucoup plus conformes à la demande des Sénégalais. Tout le monde l'a constaté lors des assises nationales de l'éducation et de la formation. Le paquet qui est le programme étatique de l'éducation se base aussi sur le respect des besoins, des demandes. Mais on voit qu'il y a quand même une sorte de main invisible qui empêche qu'on fasse de vrais pas dans ces progrès. Quand on a regardé les différents programmes des derniers candidats à la présidence de la République, ces programmes, on n'a jamais eu des programmes aussi élaborés. Et dans ces programmes, on a retrouvé partout cette volonté de relier les Sénégalais aux Sénégalais, de refaire, de refonder, c'était le mot, l'école sur de nouvelles bases, d'intégrer Cheikh Anta Diop, d'intégrer les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est une demande nationale, c'est une demande générale. Et ça, pour moi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un besoin pour les Sénégalais, dans une approche prospective, de retrouver leurs valeurs, de retrouver leur âme dans ce qui concerne leur vie quotidienne, qu'ils se retrouvent beaucoup mieux dans la société dans laquelle ils vivent. N'oublions pas Sidi Lamine Niasse, avec le titre de ce livre si parlant, L'étranger parmi les siens. C'est une forme de revendication qui est omniprésente, qui est de plus en plus exprimée sur l'espace public. Dernièrement, on a vu quelque chose d'inédit, on a vu des marches d'autorités religieuses, on a vu des conférences de presse d'autorités religieuses. Voilà, ça va devenir de plus en plus important en termes d'activité de revendication dans l'espace public, puisque pour moi, il y a un rapport de force qui est en train de s'inverser. On ne fait pas attention à ça, mais le profil des marabouts a complètement évolué au Sénégal. Ils font les mêmes écoles que nous, ils apprennent les mêmes programmes que nous. Il y a beaucoup d'écoles franco-arabes. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas fait l'arabe, alors qu'ils sont fils de marabouts, qui sont allés dans les mêmes écoles que nous, qui comprennent les enjeux avec les mêmes langages, le même narratif que nous. Donc ce hiatus-là qui a eu pendant de très longues années entre les intellectuels et les marabouts, ce hiatus-là, il est en train de s'effacer totalement. Et c'est pour ça qu'on retrouve une sorte d'homogénéité et de mobilisation plus importante autour de certaines revendications identitaires. Est-ce que ce n'est pas un danger face à ces nouvelles revendications qui se mettent sur l'espace public, le silence de l'État, une sorte de léthargie par rapport à la prise en charge réelle de ces questions? Oui, je pense qu'il y a une dynamique qui dépasse l'État, qui est en fait l'État, comme disait l'État, c'est nous tous,
Mais en fait, le gouvernement, si on peut l'appeler ainsi, l'exécutif n'a pas tous les moyens et n'a pas toute la légitimité et toute l'autorité pour pouvoir gérer ces dynamiques, qui sont des dynamiques dans lesquelles même les gens qui sont dans les appareils sont inclus. Donc il n'y a même pas, on ne peut pas dire qu'il y a une position ou quelque chose qui leur est propre. Ils sont dans la même dynamique que la société. Et je pense que c'est une lutte, en fait, une problématique qui était perçue depuis très longtemps, notamment par Cheikh Tidiane Sy et par Gaïndé Fatma, qui avait déjà théorisé. Cheikh Tidiane disait que qu'on va vers une société qui va être compliquée au Sénégal, si on laisse développer deux systèmes d'éducation, le système des Dara et le système de l'école française, où les deux se regardent en chien de faïence. Il disait que lui qui était dans les deux, quand il allait voir les gens de l'école française, il présentait les gens de l'école coranique comme des gens mal fagotés, voilà, ignorants, etc. C'est l'image qu'il renvoyait. Et quand il allait chez les gens de l'école coranique, il présentait les autres comme des ivrognes, des impies. Voilà, des impies. Et il disait que dès que vous avez ay woyu ak ay c'est-à-dire ñenn ñi dañuy wax ñi ay woyu lañu ñi ay dof lañu mun dëkk bu nga xam ne ay woyu ak ay dof ñoom ñoo ko nar a seq il dit loolu musiba la. Et il disait maintenant, et Gaïndé Fatma l'a fait d'ailleurs en envoyant des gens à l'école, dans des autres écoles. Il a fait la même chose. En fait, ils ont compris très tôt qu'il fallait qu'on fasse ça et qu'on crée des daara dans lesquels, des daïra au niveau des villes dans lesquelles on intégrait les gens qui faisaient l'école. C'était pour éviter ce hiatus-là et d'avoir ces deux sociétés, comme on l'a d'ailleurs au Nigeria, où Boko Haram dit que tout ce qui est école est haram et que donc on a deux sociétés. Je pense qu'on a échappé. On avait échappé à cela. Maintenant, il y a des choses nouvelles qui arrivent. C'est une société qui se réalimente à tout moment. L'islam même se réalimente parce que les gens ils vont apprendre ailleurs. Ils ont beaucoup de ressources d'information. Il y a, comme l'a dit Cheikh, tous ces prêcheurs, toute la presse, etc. Donc il y a un discours qui se renouvelle. Et c'est la capacité de notre société à prendre tout cela en charge et à le transformer. C'est là où on aura où en fait on va juger notre capacité de notre société à intégrer toutes ces dynamiques qui arrivent à tout moment et à continuer sa marche. Mais c'est pas... Et la dynamique étrangère dans tout ça, ça, qui est là, qui pense qu'elle, peut-être qu'elle doit imposer son modèle à d'autres gens qui sont peut-être les mêmes ambassadeurs de ce modèle. Et cette dynamique étrangère, il y a des gens qui le portent ici et qui le relaient. Donc, et les gens réagissent par rapport à cela. Tous ces mouvements dont parle Cheikh, c'est des mouvements plutôt de réaction, plus que des mouvements, disons, de construction. Et ils réagissent parce qu'ils te disent qu'il y a un modèle qu'on est en train d'imposer. Et donc, c'est cette dynamique, cette lutte-là, cette bataille sur laquelle la société va décider. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose de vouloir faire à l'exécutif la décision. C'est des mouvements sociaux. C'est à chacun de jouer son rôle. Maintenant, il y a des moments où, sur certains aspects, il faudra aller vers nos institutions, où il faudra que le droit marque des étapes. Par exemple, sur le cas du voile, si la question est posée en termes de droit constitutionnel, comme c'est dit, et la liberté pour chacun de porter ce qui lui semble correct par rapport à ses croyances, il va falloir que ceux qui sont victimes de ça portent l'affaire devant la justice et que la justice tranche. À partir de ce moment, le débat il est clos parce qu'on aura réglé la question de la diversité une fois pour toutes dans nos sociétés. Comme d'ailleurs, en Allemagne, ça a été posé. En Allemagne, il y a eu des cas comme ça. Les gens sont allés à la justice. La justice a donné raison aux musulmans en disant qu'ils ont le droit de porter ça. Ils ont le droit même d'arrêter et d'aller prier. Et en donnant un certain nombre de minutes de prière. Ailleurs, ça se fait. Bon, la France est assez particulière dans sa façon de voir les choses. Mais à l'étape où on est, cette question, on peut la régler parce que les rapports de force sont encore favorables. Mais il y a des moments où peut-être ça va être beaucoup plus difficile. Donc pour moi, ce sont ces moments-là qu'il faut utiliser pour débattre. Et débattre sans passion, sans parti pris, sans émotion. Dans une démarche prospective. Dans une démarche prospective. Et pour moi, c'est possible si on parle du vivre ensemble. C'est un domaine dans lequel l'État doit être impliqué. Mais ce débat intervient dans un moment très crucial pour le pays. On parle de pétrole et de gaz. Exactement. Et beaucoup estiment qu'à chaque fois que dans des pays ce débat s'est posé,
Il y a eu de la manipulation derrière tout ça. Et c'est pour ça que ce voile-là, absolument. il n'y a pas le pétrole derrière le gaz? Je ne vois pas pour le moment le lien en tant que scientifique de ces deux questions. Mais effectivement, dans une démarche préventive, il faut aussi, contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, que l'État prenne aussi conscience de cet enjeu, de son importance, de sa sensibilité. Pour moi, ce n'est pas un hasard si, au niveau de la présidence, nous avons un ministre conseiller sur les affaires religieuses. Au niveau du ministère de l'Intérieur, nous avons aussi des services qui s'occupent de religieux. Et que le cadre de Jeanne d'Arc c'est réglé parce qu'il y a eu l'intervention de l'Église du Vatican. Du Vatican. Mais globalement, pour moi, si le vivre ensemble est menacé au Sénégal, l'État a aussi une responsabilité. Et il doit accompagner les dynamiques unitaires, les dynamiques qui essaient de reconstruire le lien social. Il doit les encourager, il doit les connaître. Et pour moi, c'est ça qui fait sens quand l'État, par exemple, décide d'avoir un programme sur les villes religieuses. On dit l'État est laïque, mais l'État a un gros programme sur les villes religieuses. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'il doit renforcer les piliers de notre société et de notre nation. Les piliers qui soutiennent le sens que les Sénégalais se font de la nation. Pour moi, il y a une réflexion derrière, mais elle n'est pas explicite. Mais c'est sûr qu'il y a une réflexion derrière. Et pour moi, cette réflexion-là, elle doit être beaucoup plus assumée, beaucoup plus externalisée. Et que, comme le dit Ibrahim, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tabou. On doit pouvoir regarder tout ce qui renforce le vivre ensemble sénégalais et avoir des leviers pour les développer. Je pensais à la presse. La presse, c'est le domaine des prêcheurs, c'est le domaine des gens qui... C'est aussi un domaine éducatif. Beaucoup de gens sont aujourd'hui éduqués par l'école, par les médias, les télévisions. Donc, renforcer nos médias pour qu'ils puissent parler en Wolof, comme on disait tout à l'heure, pour qu'ils soient plus capables d'avoir des émissions utiles. Pour moi, les subventions qu'on donne et tout ça, ça doit aussi servir à ça. Donc, il y a des leviers que l'État détient pour renforcer ce vivre ensemble. J'ai parlé du programme vie religieuse, des programmes qu'on pourrait soutenir les médias. L'école est aussi un instrument. Mais il y a beaucoup de structures aujourd'hui aussi qui essaient de protéger ce vivre ensemble sénégalais, d'éviter les extrémismes. Toutes ces organisations méritent l'attention et le soutien de l'État. Nous, le cadre unitaire de l'islam que nous avons mis en place depuis 4 ans, il a été reçu lundi dernier par le Conseil économique et social. Je pense qu'il y a une compréhension de la nécessité, dans le contexte actuel, de renforcer ces dynamiques unitaires. Mais il faut le faire de manière plus assumée et il faut aussi le faire de manière prospective. Par exemple, de manière très concrète, comment éviter que l'affaire Jeanne d'Arc ressurgisse l'année prochaine? Comment faire pour que si les gens laissent passer pour Jeanne d'Arc, ça ne se reproduise pas pour une autre école? On n'a pas entendu l'Église là-dessus. Pour moi, c'est des choses qu'il faut complètement mettre sur la table et en discuter. Et le vivre ensemble, encore une fois, c'est quelque chose qui est sans doute essentiel pour résoudre aussi les autres problèmes que nous avons. Surtout si, justement, comme tu le dis, on veut anticiper sur aussi des menaces qui sont omniprésentes chaque fois qu'il y a des ressources que l'on découvre dans des pays. Tous les éléments, tous les facteurs de risque déclencheurs doivent être surveillés. Et pour moi, c'est en ce moment-ci qu'on doit les surveiller. Il y a eu un malaise dans certaines familles où il y a eu des couples mixtes par rapport à cette histoire de voile. Ceux qui sont mariés à des musulmans entre des couples mixtes, il y a eu un malaise par rapport à ça. Il y a eu une sorte de cristallisation autour de ce débat, que ça posait un problème dans certains couples au Sénégal. Oui, je pense que c'est ça qu'il faut éviter. Je pense que si on revient au concept qu'avance Cheikh, je suis parfaitement d'accord là-dessus, c'est-à-dire mettre en avant le principe
de travailler sur le vivre ensemble. Dès qu'on met cette question-là en face, en fait, on a des possibilités d'avoir des convergences, de savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important, et de mettre en avant les risques dont vous avez parlé. Parce qu'en fait, même s'il n'y a pas un projet derrière ça, c'est des opportunités sur lesquelles les gens peuvent sauter pour créer des problèmes. Donc les gens qui sont concernés par nos, en tout cas qui sont intéressés par nos ressources, ont des stratégies. Et dans leur stratégie, ce n'est pas toujours que c'est eux qui agissent, mais ils surveillent un certain nombre d'indicateurs et d'éléments et peuvent sauter chaque fois qu'il y a un élément qui se déclenche. Donc tout cela mis sur la table peut amener à ce qu'il y ait un dialogue et qu'on évite d'aller vers la crispation, parce que je vois même sur des plateaux de télé des gens qui sont dans la même télévision, tout de suite voilà, avoir des positions beaucoup plus différentes par rapport à des positionnements plus émotionnels, idéologiques, confessionnels qu'autres. Donc c'est ça qu'il faut éviter, et pour ça il faut tuer l'affaire dès le début en créant ce débat, et je pense en encourageant des structures comme celle que Cheikh coordonne, pour qu'ils portent de manière tout à fait scientifique le débat, et que pour moi, il faut mettre en avant les institutions comme le Conseil économique, comme l'Assemblée nationale, plus que disons, l'exécutif et les ministères, parce que c'est des structures qui sont tout de suite à enjeux politiques et politiciennes, où en fait il y a des crispations et des interprétations qui peuvent se faire. Donc il faut trouver des espaces de discussion, que ce soit la société civile, des instances comme cela, et progressivement poser la possibilité de prendre les devants. Je pense que c'est comme ça qu'il faudra aborder la question. Le deuxième point de notre débat, c'est l'émotion. Il y a eu beaucoup d'émotions par rapport à l'histoire générale du Sénégal. Une histoire qui a créé beaucoup d'histoires aujourd'hui dans ce pays-là. On a vu les sorties un peu partout. Chacun rejette en disant que ce qui a été fait sur l'histoire générale du Sénégal ne reflète pas, en tout cas, la vision qu'ils ont de cette histoire-là. On a l'impression qu'au Sénégal, que chacun pense que son grand-père est un héros. Oui, c'est pour moi pas un problème. Pourquoi? Parce que nous avons pour le moment 5 volumes qui sont sortis. Il y a le 3e volume qui fait 750 pages qui pose problème. Parce qu'on y a abordé des problématiques qui sont très importantes pour les gens qui réagissent. Et cette réaction, pour moi, elle doit être positivée. On doit saisir l'opportunité pour poser aussi le problème de la démarche dans cette initiative qui est salutaire. Je salue, j'encourage moi-même le professeur Iba Der Thiam. C'est un trésor national, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait en étant ministre, en changeant les noms des écoles, les noms demandant le changement de certaines rues. Il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses aussi au niveau africain et au niveau international. Je pense qu'avec son âge, avec sa santé fragile, le fait qu'il se donne totalement pour un projet comme ça, cela doit être encouragé. Maintenant, je pense qu'il y a aussi des limites, et lui-même le reconnaît, que ces limites-là, c'est aussi les limites du temps. Vous savez, on ne peut pas associer précipitation et précision. Et pour moi, il y a eu précipitation. Il y a aussi peut-être tentative d'utilisation politique ou politicienne de certaines productions. C'est-à-dire en sortant des ouvrages, en sortant des productions à des moments pour que ça soit favorable pour tel ou tel. Dans une recherche scientifique ne peut pas être prisonnière de ce type de démarche. Et pour moi, c'est aussi ça qui a donné toute cette dispute comme résultat. Mais cette dispute peut être positivée. Alassane, je suis moi-même impliqué dans le comité scientifique Rawdou Rayahin des Mourides. Je suis allé voir le professeur Iba Der Thiam avec un des responsables de cette structure, alors qu'il ne nous a pas demandé. C'était pour venir lui exprimer notre volonté de contribuer de manière positive à la réussite de l'initiative.
comme vous le voyez, toutes les réactions montrent aussi que les gens veulent une réussite de l'initiative et une réussite de l'initiative qui correspond à ses objectifs. Je relisais sur le site de l'Histoire générale du Sénégal, juste avant de venir, que l'un des objectifs, c'est d'avoir une histoire consensuelle. Et tu ne peux pas avoir une histoire consensuelle si tu ne convoques pas Tout le monde. toutes les sources. Et il y a des sources, effectivement, des archives nationales, mais il y a aussi des sources orales, et il y a aussi des sources écrites. Ça aussi, c'est un cliché, que dans les confréries, les gens n'ont que des sources orales. C'est un faux cliché, parce que dans chaque confrérie, il y a un comité scientifique, avec des chercheurs de très haut niveau, des gens qui ont, comme les universitaires, des doctorats, soit en arabe, soit en français, qui ont fait des recherches pendant des années, qui ont fait des recherches dans les sources internes aux confréries. Et donc, qui portent aussi une logique de la posture à partir de laquelle les choses doivent être racontées. Donc, si on ignore cela, parce qu'on l'a ignoré, le fait déjà que les gens qui ont écrit, qui ont été les auteurs, ne sont pas allés se référer à ces structures scientifiques, c'est une grossière erreur. Et donc, pour moi, c'est cela qu'il faut corriger. On a le temps. C'est des ouvrages qui vont être éternels, qui vont rester, qui vont rentrer dans la tête de nos enfants. Donc, il faut prendre le temps de bien discuter avec tout le monde, de les enrichir avec toutes les sources possibles, de faire toutes les corrections possibles et après ça, de les mettre sur l'espace public. Et là, c'est dommage que le débat ne se tourne que sur les contenus. Parce que la méthode aussi est importante. Comment nos enfants vont lire des ouvrages de 750 pages? Impossible. Donc il faudra sans doute tout un travail par la suite de manualisation. De numérisation, ça existe déjà, mais dans des versions numériques. Mais le fait d'en faire des versions qui sont consommables, comme des manuels, de faire des traductions en Wolof, en Pulaar, dans les autres langues nationales, tout ça c'est prévu par le projet. Et si on laisse le projet mourir juste à cause des problèmes que pose ce troisième volume, pour moi, ce serait une grossière erreur pour la nation. Donc, ce n'est pas une question de personne, c'est un projet national qui a un intérêt national très important. Et donc, il faudrait le préserver. Bon, on peut évidemment avoir une démarche critique là-dessus. Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi je suis historien aussi en partie, pourquoi des grands historiens de notre pays ne sont pas impliqués? Est-ce que c'est une démarche soliste, amicale avec certains amis? Certains l'ont dit. Je ne suis pas sûr, mais je pense que ce n'est pas aussi seulement l'affaire des historiens. Il faut qu'on sorte de cette démarche qui veut que ce soit les historiens uniquement qui écrivent l'histoire. C'est un appauvrissement de l'écriture, puisque nous avons sur les mêmes sujets des anthropologues qui ont travaillé, qui ont approfondi plus que les historiens, des psychologues, des sociologues, et d'autres disciplines. Il faut appeler tous les gens qui ont, pour chaque thème, pour chaque confrérie, pour chaque groupe, des gens y ont travaillé. Il faut prendre le temps de bien cartographier la littérature là-dessus, s'enrichir de tout ça, appeler les gens. Pour moi, c'était ça la démarche dès le début, qui était indiquée, qui n'a pas pu être mise en œuvre, sans doute parce qu'il y a un problème, ça je peux le dire, un problème de moyens. On ne peut pas faire tout ça avec des moyens limités, mais il faut aussi prendre le temps, ça demande de l'énergie, et il faut que tout ça soit repris dans ce sens pour que tout le monde s'y retrouve et que ça continue à remplir son objectif d'utilité. Mais globalement, je pense aussi que les confréries, et ça c'est une autocritique aussi, que les confréries fassent
ce travail-là aussi par eux-mêmes. Bon, je pense qu'il n'est pas normal qu'on attende un groupe d'historiens non spécialisés sur des questions pour faire un travail en profondeur sur chaque groupe de Sénégalais. Au niveau des confrères, il y a des compétences, il y a des moyens. Pour moi, c'est aussi important qu'une mosquée ou une bibliothèque que de produire la connaissance sur la figure religieuse ou les figures religieuses au Sénégal, de montrer leurs enseignements, de montrer leurs enseignements sur des thèmes dont on a besoin, la paix, la tolérance, la bonne gouvernance, le vivre ensemble. Sur tout ça, il y a des enseignements extraordinairement révolutionnaires des grandes figures religieuses au Sénégal. On peut carrément parler d'un siècle des Lumières au 19e siècle au Sénégal. Tous ont produit des choses extraordinaires. Nous sommes d'ailleurs en train de faire un recueil, par exemple sur la paix et la tolérance, sur l'éthique du désaccord, l'éthique du pluralisme. Comment nos figures religieuses ont enseigné ça. L'ont enseigné par l'écrit, mais aussi l'ont enseigné par la posture, par le verbe, par le comportement. Ça doit être mis dans un processus pour être enseigné à l'école, à tous les segments de l'école. Et pour moi, c'est très possible. Justement, c'est cette richesse qu'on devait enseigner à nos enfants pour combattre l'histoire laissée par le colon. Si aujourd'hui cette polémique se met en place, est-ce que ça n'affaiblit pas le projet de l'histoire générale du Sénégal? Non, je pense que, comme l'a dit Cheikh, je rejoins sur les hommages qu'il a fait à professeur Iba Der Thiam et à la volonté et à l'objet. Comme disait Cheikh Anta Diop, l'enjeu est tellement grand que quelques détails à l'intérieur ne doivent pas tuer cette ambition. L'ambition de donner à notre pays une histoire écrite par nous-mêmes, c'est une revendication depuis près de 100 ans. Aujourd'hui que ça commence, il faut considérer que c'est un début. Et que tout début, il y a des erreurs, il y aura des imperfections. Si c'était parfait, ça allait nous étonner. C'est plutôt ça. Et d'ailleurs, c'est bon que ça ne soit pas parfait pour qu'il y ait des réactions et qu'il y ait un débat. Dans tous les pays du monde, quand tu regardes ce projet, c'est des projets qui ont pris du temps, comme l'a dit Cheikh, mais surtout, c'est des ouvrages qui sont faits et qui sont réédités. Et chaque fois que c'est réédité, il y a énormément de modifications qui sont faites. Mais il faut commencer. Il faut commencer. Et moi, c'est là où je suis d'accord avec un peu pour que les gens commencent. Il y a des insuffisances, les gens réagissent et l'enrichissent. Puisqu'il y a même des réactions que vous n'aurez pas eues s'il n'y avait pas ces insuffisances. Et c'est stimulant. Pour moi, c'est stimulant. Et c'est intéressant qu'aujourd'hui, au Sénégal, on commence à parler de débats sur des questions de fond, comme l'histoire. On ne parle plus seulement de politique politicienne et de débats interpersonnels. Au moins ça, je pense que c'est extrêmement important. Ensuite, il faudra qu'il y ait d'autres écrits contradictoires par rapport à cet écrit, à cette histoire générale. L'histoire générale de l'Afrique a été écrite, un groupe a été chargé par l'UNESCO pour le faire. Ils sont allés prendre toutes les sources existantes et tous les documents, ils l'ont écrit. Mais sur chaque aspect de cette histoire, il y a encore des documents qui sont écrits, il y a des remises en cause partielles ou autres qui se font et c'est ça qui enrichit l'histoire. Vous prenez la France, là, c'est la même chose. Chaque époque de l'histoire, il y a quelque chose qui est général et on l'améliore. Maintenant, on peut considérer qu'on a démarré cette affaire. Quand ces 25 tomes-là vont sortir, chaque 2 ans ou 3 ans, on sera une édition. Cette édition-là va corriger tout ce qui a été fait avant. Et cela donne la trace de l'évolution et des apports des uns et des autres. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire pour positiviser, comme le dit Cheikh, et se dire que ce n'est pas un élément sur un des tomes dont il a parlé, sur les 700 pages, les 10 pages ou 20 pages qu'il y a des erreurs qu'il faudra spéculer à tel point qu'on oublie combien c'est grandiose de se donner ce projet. Et après, maintenant, il y aura des travaux individuels, je pense. Et puis maintenant, il faudra, comme ils l'ont prévu, mais le travailler, avoir des produits que les artistes vont venir faire. Un cinéaste va venir regarder et faire son projet de film. Des journalistes vont essayer de construire quelque chose là-dessus. On se rappelle l'histoire de France, nous l'avons connue la plupart de nous à travers Alain Déco raconte. C'est quelqu'un qui a pris l'initiative de raconter l'histoire de France avec une façon tellement extraordinaire que bon, tout le monde était accroché. Donc chacun, selon ses propres génies, va trouver un moyen de valoriser ce travail. Mais ce travail intellectuel qui doit être fait par les chercheurs, et ces chercheurs-là écrivent leur nom, donc ça les engage. Ce n'est pas une histoire officielle, si on peut l'appeler ainsi,
qui est là, qui n'a pas de nom, où on dit c'est le Sénégal, et personne n'a écrit. On sait que c'est tel et tel qui ont participé. La prochaine édition, d'autres vont y participer, vont corriger, vont apporter les travaux, ce que j'ai dit. S'il y a d'autres travaux qui sont faits par des historiens de notre époque pour corriger des parties, la prochaine édition va intégrer cette version et en faire un travail. Donc je pense que c'est une dynamique de construction d'un capital de connaissances qui va s'améliorer avec le temps. Mais au moins, on a la chance de l'avoir. Et il ne faut pas, à mon avis, trop insister sur ça, par exemple. Et ça, les journalistes doivent nous aider à aller dans ce sens. Tel brûle, les déchire, etc. Tout ça, ça donne des trucs tellement négatifs, des charges négatives, alors qu'il faut encourager les gens vers vraiment, comme dit Cheikh, vers la positivisation des divergences, des différences, et se dire qu'on a pour une fois une chance, il faut qu'on l'améliore. Et c'est comme ça que d'ailleurs réfléchissent tous les pays qui nous ont devancés. Moi, un ami américain me disait que, vous voyez, la guerre du Vietnam, on a perdu, mais on le présente comme si on avait gagné. Tous les héros de la guerre, c'est des gens qui ont été pris prisonniers. Et quand Trump a voulu se moquer de comment il s'appelle, McCain, parce qu'il a été fait prisonnier, il dit que ce n'est pas un héros, mais tout le monde, toute l'Amérique s'est levée. Oui, absolument. Et donc, il faut qu'on arrive à valoriser, même s'il y a des événements qui ne sont pas appréciés, que les gens valorisent, que les gens prêtent de la bonne intention aux gens, qu'ils ne fassent pas des procès d'intention, mais qu'ils disent que ces gens-là sont bien intentionnés. Et c'est parce qu'on est bien intentionné, comme disait l'autre, c'est celui qui décide de tirer le but, le pénalty qu'il rate. Et donc, il faut qu'on ose aussi. Et cela va nous encourager, nous intellectuels, à oser écrire, en se disant que, bon, si on écrit aussi, on ne va pas nous faire des procès d'intention, on va considérer que c'est notre bonne foi, et que c'est des erreurs qu'on a commises, bon, qu'il faut corriger. À mon avis, c'est comme ça qu'il faut le faire. La semaine prochaine, se tient aux États-Unis un sommet dans lequel on va parler du climat. On a vu qu'aujourd'hui, c'est une question fondamentale, où même des jeunes élèves à travers le monde ont fait grève pour que le monde s'occupe un peu du climat. Nous sommes frappés, nous, au Sénégal, clairement, par rapport au changement climatique, les inondations, le retard des pluies, entre autres. Est-ce que le Sénégal a une option claire sur ce problème bien précis? Moi, je dirais encore un sommet. Il y en a tous les ans, au moins la COP, la Convention des parties, les Nations Unies organisent. Il y a aussi, il y en a beaucoup. Pour moi, il y en a trop. Pas d'impact? Il n'y a pas d'impact? Et pour moi, le problème que ça pose effectivement, c'est tous ces discours dans les sommets. J'ai beaucoup participé à des sommets. Pour moi, l'un des premiers discours, et peut-être l'un des meilleurs discours de Macky Sall dans un sommet, c'était en 2012 à Rio, où il a parlé de gouvernance verte. Regardez tout ce qu'on dit dans ces sommets et ce qui se passe réellement. Le Sénégal n'a jamais autant perdu de forêt depuis 2012. On n'a jamais autant perdu en biodiversité depuis 2012. Donc il faut qu'on arrête, à un moment donné, de nous fatiguer avec ces sommets qui sont organisés par les pays développés, par le système des Nations Unies, où on vient, on prend des engagements, jamais chiffrés, ou quand c'est chiffré, c'est jamais obligatoire. Et même quand c'est obligatoire, ils ne sortent pas les financements qui doivent sortir pour qu'on respecte les accords qui sont signés. Donc, pour moi, je le pose d'abord en ces termes-là. Ensuite, effectivement, nous sommes touchés par le climat. Mais encore une fois, ce n'est pas nouveau. En 1970, on disait avancée du désert, désertification. Dans les années 70. Dans les années 80, on nous dit c'est le développement durable. Il faut qu'on commence à 85 avec. En 2000, dans les années 90, on nous amène chaque décennie un concept, un slogan, des idées, un agenda que nous essayons de suivre. Le développement durable, agenda 2030, aujourd'hui c'est ça. Les changements climatiques, tout le monde voit que la chaleur augmente un peu partout dans le monde. Oui, bien sûr. Mais pour moi, pour changer le climat, il faut changer le système. C'est un système qui produit les changements climatiques. Et ce système, c'est un système politique, un système économique qui s'appuie sur un consensus des pays qui dominent le monde, qui exercent une pression sur les ressources, qui nous poussent, nous,
pays développés pays sous-développés à nous adapter éternellement et on en oublie notre propre agenda national. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 60 ans? Des erreurs qui se sont accumulées depuis 60 ans et qui ont produit ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire des inondations presque inévitables partout. Même depuis 2009, on a perdu 44 milliards de francs CFA dans les inondations, en termes d'habitat, en termes et beaucoup de morts. Je ne parle pas de régime, vous voyez. Donc, depuis 10 ans, on a eu des investissements plus le programme qui devait investir jusqu'à 700 milliards. On a eu plus de 1000 milliards qui ont été investis, soi-disant, mais on ne voit pas son impact parce qu'on a accumulé des histoires, des erreurs en termes de planification, d'aménagement du territoire, de gestion de la protection civile, de notre capacité à intervenir sur des catastrophes, de notre capacité à drainer les pluies qui aujourd'hui, justement du fait du changement climatique, vont s'installer avec des extrêmes. Donc il va pleuvoir autant, mais il va pleuvoir plus intensément dans des milieux où l'imperméabilisation des sols ne permet plus son absorption. Donc il va falloir drainer. Quand on draine, il y a des problèmes de comportement. Donc tous ces aspects sont liés. Il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes environnementaux, il y a des problèmes économiques qui peuvent être noués dans un problème de gouvernance politique, qui est notre principal problème. Oui, je pense que, comme le dit Cheikh, ce n'est pas des questions nouvelles. Je me rappelle déjà en 1992, dans le cadre de la préparation du sommet de Rio, à Fortaleza, j'y étais avec le professeur Paul Ndiaye et Henri Lo. Nous avions déjà travaillé à l'époque sur les questions du changement climatique. Et à l'époque, on parlait de l'augmentation de la température et les conséquences. Et on avait déjà vu tout ce qu'on est en train de voir depuis 1992. Mais rien n'a été fait pour l'empêcher. Mais rien n'a été fait depuis. On a attendu que la question se pose récemment pour pouvoir réagir, alors que les chercheurs, depuis l'époque, avaient déjà vu venir. Et je pense qu'à ce sommet de Rio, avant Rio, pour cette question, il y avait une conférence où il y avait presque plus de 1000 chercheurs du monde. Et beaucoup d'Africains, et nous-mêmes au Sénégal, on était en avance puisqu'on avait déjà même un plan d'action à l'époque. Bon, donc c'est parce que rien n'a été fait, parce que ces questions ont été toujours considérées comme secondaires. Les avertissements des chercheurs ne sont pris au sérieux que quand les choses arrivent. Ce que Cheikh Anta disait, dañuy xaar ba xew-xew dajo la ba dal sa bopp na neew bu ñor door yëngatu. Mais on n'anticipe pas. Il n'y a pas de prospective. Et sur ces questions-là, il faut faire la prospective. Et maintenant, les variations climatiques, je préfère plutôt perturbations climatiques même que de changement. Parce qu'un changement, on sait qu'il y a une nouvelle situation. Mais les perturbations, on ne sait même plus. Et les techniciens qui travaillent sur les réseaux, comme l'a dit Cheikh, quand l'eau tombe d'un coup à des quantités énormes, même les réseaux qu'on a construits ne sont pas construits pour absorber cela. Ce n'est pas dimensionné pour ce type de choses. Donc on va avoir des problèmes. Et par rapport à ces problèmes, il y a une stratégie qui a été élaborée ici en 2006. J'ai participé ou je l'ai coordonnée. C'est la stratégie nationale de protection sociale et de gestion des risques et catastrophes, de prévention des gestion des risques et catastrophes, où il était recommandé de faire des plans de contingence. Et chaque commune devait avoir son plan de contingence en préparant les catastrophes qui vont arriver, en ayant un dispositif à tel point que les impacts pouvaient être atténués. Et chaque année, il y a des investissements structurants qui devaient être faits. Mais si tu accumules pendant 50 ans des erreurs comme ça, je pense que ce n'est pas en 10 ans, en 12 ans que tu vas les régler. Surtout qu'au moment où tu es en train de les régler, les choses changent de nature. C'est comme les microbes qui se multiplient, qui se modifient, qui modifient leur structure. Les antibiotiques que vous avez déjà préparés ne sont plus adaptés. Et je pense que c'est là l'enjeu. Et pour cet enjeu-là, je pense qu'il est important que les gens se ressentent, s'arrêtent et qu'ils réfléchissent, qu'ils remettent les chercheurs au centre de ces questions-là, et qu'on ait des stratégies et qu'on dise la vérité aux gens. Il faut qu'on cesse de dire aux gens on va régler le problème. Ces perturbations-là, aucun pays au monde n'arrive à les régler. Même aux États-Unis, vous voyez les catastrophes que vous voyez, en France, partout, ces perturbations-là amènent des choses où il faut maintenant des stratégies de prévention et des stratégies pour
pouvoir réagir rapidement avec des plans de contingence. Et c'est là qu'il faut renforcer la protection civile. Il était retenu à l'époque de créer une agence de la protection civile. Parce que la protection civile actuellement n'a pas de moyens. Il y a à peu près 3 ou 4 personnes, d'après ce que j'en sais. Donc, et comme elle reste une administration, elle a toutes les limites de l'administration. Et les gens avaient dit qu'il fallait créer une agence. C'était à l'époque déjà Ousmane Ngom qui était ministre de l'Intérieur. Donc ça remonte déjà longtemps. Ouais. Ce projet-là est toujours dans les tiroirs. Ouais. Or, il faut créer une agence qui va gérer ces risques, qui va planifier, qui va cartographier, qui va s'occuper de s'assurer que toutes les communautés ou les communes ont des plans de contingence, qui va les surveiller, qui va faire des tests en cas de catastrophe, comment les gens doivent se préparer pour que ces questions-là soient gérées. Et que autrement, la priorité des investissements soit refaite. Voilà. Pour que justement ce type de crise puisse faire l'objet d'un investissement à long terme très fort, qui puisse permettre de le dépasser. Et pour économiser, parce que finalement, on va dépenser énormément. Voilà, le temps que nous avons parti est terminé. Merci à Ibrahima Dia, qui est docteur en sciences de l'environnement et aussi sociologue. Merci à Cheikh Gueye, qui est aussi docteur en géographie. Cheikh Gueye aussi chargé de stratégie de prospective à ENDA Tiers-Monde. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.